Tu fais quoi? Salut tout le monde, bienvenue au 3e épisode de Tu fais quoi? J'ai failli dire on joue-tu, mais non, c'est pas le même podcast. Tu fais quoi? Je vous avais promis qu'on aurait un pilote aujourd'hui. Il était pas là. Son atterrissage est manqué. Ouf, c'est pas fort comme blague. Donc, je suis ici avec mon amie Léna. Comment ça va, Léna? Ça va bien, merci. T'es enchantée d'être là, de remplacer un pilote? Je suis ravie d'être là, absolument. Qui a besoin des pilotes, de toute façon? Léna, nous, on se connaît depuis 5 ans. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as Arnaud? 5 ans et quelques mois. Donc, ça fait à peu près 5 ans et quelques mois qu'on se connaît. Ouais. Et puis, toi, tu as un métier que, contrairement aux autres personnes qui sont venues sur ce podcast, je vois à peu près ce que c'est, mais comme je te disais avant qu'on enregistre, entre ce que moi je pense que tu fais et ce que tu fais vraiment, je pense qu'il y a deux mondes. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Probablement. Donc, tu as eu la chance, je sais que tu m'as fait des retours sur les 2 premiers épisodes, donc je sais que tu les as eus. Donc, tu vois à peu près le format qu'on va avoir. Donc, au début, on va commencer avec, tu vas me dire ton métier, je vais essayer de deviner ce que c'est. Ensuite, tu vas me dire ce que c'est. Et puis après ça, on va s'intéresser aussi à ton parcours. Et puis, ce qui t'a mené à ce métier-là. Et puis, peut-être un peu, à la fin, toujours un peu regarder vers l'avenir. Ça te va comme formule? Parfait. Ça te va, alright. Donc, Léna, dis-nous et à nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, je suis avocate. Avocate. Et je suis spécialisée en judiciaire. En judiciaire, ok. Donc, ce qui est drôle pour moi, c'est qu'avocat, je peux que me baser sur ce que je vois à la télé, toi. Ce que j'ai vu toute ma vie dans des films et tout. Donc moi, ce que je pense que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est que je pense qu'une journée normale pour toi, je pense qu'il y a beaucoup de documents à lire sur des lois ou des trucs pour que toi, tu te mettes à jour sur ce que tu vas devoir défendre. J'imagine. Attends, il faut que tu me laisses venir. Oui, puis je vais te mettre une note. Je te vois déjà qui me regarde genre, donc moi, je pense, ça, c'est déjà le premier truc. Tu dois rencontrer, j'imagine, des clients, des gens qui ont besoin de tes habiletés, pour les défendre sur des litiges. Donc, moi, je pense que c'est à peu près ça que tu fais. Est-ce que, j'ai l'impression que peut-être sur une semaine normale, des journées où t'es vraiment comme dans un palais de justice, ça arrive peut-être, je dirais, une journée par semaine. Puis je pense que la majorité du temps, tu fais beaucoup de paperasse puis d'administration dans ton bureau. On dit si vous pouviez voir, là vous le voyez. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est sur 10 la note qu'on te donne? Ouais. 7,5. 7,5? Pas mal, ouais. Ok. Donc, je vais te laisser compléter alors, puis dire où j'avais juste et puis où j'avais pas juste alors. Alors, ce que t'as oublié, c'est les emails. On fait énormément d'emails. De la paperasse. Ouais, de la paperasse dématérialisée. Non, c'est juste... je pense que ce qui caractérise vraiment mon métier, c'est que c'est extrêmement varié de jour en jour. Donc, c'est assez difficile de dépeindre une journée type. Ça va vraiment dépendre des cas, du moment... et puis du moment aussi du litige, parce qu'il y a un moment où on a un échange écrit, où on écrit au tribunal, et puis ensuite on a vraiment un moment plaidoirie, où on entend aussi nos clients, etc. Ou plutôt audience, où on entend les clients, et puis ensuite on plaide. Donc t'étais assez proche. Après, on n'a pas encore touché au fond de ce que peuvent être les litiges. Parce que ma spécialisation, elle est en judiciaire, mais après, en judiciaire, on a encore des domaines extrêmement variés de pratique. Et moi, je suis spécialisée en droit du travail. Donc ton podcast tombe à pic. Je découvre des nouveaux métiers, ça m'aidera sûrement dans certains dossiers. Et puis je fais aussi pas mal de droit immobilier. Donc ça aussi, je me souviens, une des rares fois que j'ai eu besoin d'un avocat, c'est j'ai dit mais je vais écrire à Léna parce qu'on avait des soucis, pas des soucis, mais des questions avec l'immeuble. Donc ouais. Exact. Donc ce que tu dis est juste. Le ratio, il va vraiment dépendre du type de dossier qu'on a. Si on a des dossiers de petite taille, on peut aller en audience quasi tous les jours. Si on a des plus gros dossiers, ça peut être plus rare. Là, moi, je suis dans une période où je vais à peu près en audience une fois par semaine. C'est assez correct. Après, c'est pas la journée complète. Souvent, l'audience, elle est ça peut être 15 minutes. Puis ça peut être une journée complète de procès. Ça dépend du litige. Et je pense que le fait que mon activité soit particulièrement variée rend difficile de te résumer vraiment une semaine de travail. Mais voilà, t'étais pas loin. Ce qui est juste, c'est qu'on a de la paperasse dans le sens, on passe beaucoup de temps à lire. Alors les lois, on est quand même censé un petit peu les connaître, mais on lit beaucoup de commentaires, donc tous les auteurs de doctrine, les arrêts aussi du tribunal fédéral ou des cours cantonales, on les lit pour avoir des précisions parce que la loi est pas complète et elle est pas appliquée à des cas. Donc pour voir ce qu'on pourrait appliquer au cas de notre client, tous nos clients, on va vérifier ce qui a déjà été fait dans le passé. Si il y a des précédents, c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup de recherche et beaucoup de personnes autour de nous, pas forcément nos clientes et nos clients, mais beaucoup de personnes autour de nous pensent qu'on a la science infuse et nous posent des questions puis qu'on est censé savoir répondre du tac au tac.
Je pense pour ça peut se rapprocher de certains médecins. On a quand même besoin du temps de réflexion, d'aller vérifier, puis on sait où aller chercher, puis on a beaucoup d'outils. Donc ça, c'est peut-être la petite chose en plus. Quand tu parlais de la loi, bon, moi, je peux que faire des liens avec mon métier, puis il y en a pas énormément dans ce cas-ci, mais moi j'ai l'impression que toi, mes profs d'anglais, les règles de grammaire, ça va toujours être à peu près les mêmes choses. Une loi, ça change quand même. Il y a des trucs qui étaient vrais il y a 50 ans qui ne le sont plus maintenant. Donc ça veut dire que en plus de devoir les connaître, j'imagine qu'il faut toujours un peu se mettre à jour sur est-ce que ça c'est toujours ce que c'était, tu vois, lorsque je connaissais cette loi, tu vois, il y a 2 ans. Donc j'imagine que tu peux jamais vraiment te baser sur le ça je le sais, donc tu vois, je peux rentrer là-dedans sans faire mes recherches, quoi. Ouais, absolument. Je dirais que davantage que la loi dans notre durée de pratique, disons. En tout cas, il y a les gros codes, le code des obligations pour tout ce qui est contractuel. Donc, tous les types de contrats, le code civil, ils changent pas non plus très rapidement. Et puis, quand il y a un changement, nous, on le suit déjà au niveau politique, législatif. Donc, on est à peu près renseigné. Ce qui change relativement rapidement, ou en tout cas, ce qui est vraiment étayé, c'est la jurisprudence. Donc, c'est ces décisions du tribunal fédéral, mais aussi des cours cantonales ou même de la première instance. Donc, c'est vrai que ça, on essaye de se tenir très, très, très à jour de toutes les décisions qui sont rendues dans les domaines qu'on pratique, et on a énormément de formations continues à ce sujet. Ouais. Puis donc, je dis un peu en intro que pour moi, tout ce que j'ai connu de la loi, ça vient de la télé, des films, des choses comme ça. À quel point est-ce que toi, quand tu regardes des séries ou des films, est-ce que tu peux dire, mais ils se sont quand même éduqués sur le métier, ou est-ce que c'est vraiment juste du show? Ouais. Il y a c'est comme dans tout, il y a des séries qui sont vraiment excellentes, d'autres qui sont un peu moins proches de la réalité. Après, ça dépend aussi du système où on pratique, parce que la particularité de l'avocature, c'est que c'est très territorial, donc ça dépend, à part le droit international que je laisse de côté, mais ça dépend du pays où on le pratique. Et il y a vraiment des manières de pratiquer différentes, au-delà des lois qui sont différentes aussi par pays. Donc, ce qu'on voit beaucoup à la télé, c'est quand même le système anglo-saxon, qui est un tout autre système que le système suisse. On appelle ça le common law, qui est beaucoup plus basé sur les décisions de jurisprudence, alors que nous, on a quand même des lois et des codes. La plus grande différence, je pense, avec ce qu'on voit normalement, c'est qu'on n'a pas d'objection. Donc, on peut pas demander au témoin de se taire, le couper, au juge. Enfin, c'est un petit peu moins spontané, les audiences. Un petit peu plus lent aussi, je dirais, dans le système suisse ou germanique de manière générale. Mais est-ce que c'est tout autant émotif? Parce que des fois, tu les vois, il y a des gens qui crient, puis... Alors, en fait, ça revient avec l'objection, donc ça dit objection. En tout cas, dans notre rôle, on est un tout petit peu plus contenu, en tout cas en Suisse. Je pense que c'est le cas aussi dans d'autres systèmes de droit civil qui n'est pas du common law. Il y a des moments très émotifs, c'est sûr. En particulier, si on pratique le droit pénal ou le droit de la famille, il y a des personnes qui vont s'énerver, il y a des personnes qui vont pleurer. Enfin, on touche vraiment à des enjeux extrêmement importants pour des personnes physiques. Donc oui, ça peut être vraiment... ça peut être très émotionnel, et puis c'est assez imprévisible. C'est-à-dire que la justice, elle est quand même représentée par des juges qui sont des humains. Et on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Et eux aussi, parfois, prennent certaines libertés. Il y a des choses auxquelles on ne sait pas s'attendre. En face de nous, on a souvent une autre avocate ou un autre avocat qui peut nous surprendre. Donc, c'est toujours un moment assez particulier, quel que soit le type d'audience. Parce qu'il y a les audiences où on règle juste des aspects de procédure, les audiences où on entend des personnes, nos clients ou les témoins. Il y a des audiences où on entend les experts, puis les audiences où on plaide. Et à chaque moment, je pense qu'on peut dire qu'il y a une part d'imprévisibilité qui est assez, qui peut être stressante, mais qui est aussi assez intéressante. Moi, il y a un truc que je suis toujours, à travers ce podcast, je montre mon ignorance, tu vois. Donc moi, ça me fait plaisir de le faire je le fais pour vous, okay? Mais en fait, je me suis toujours un peu demandé si, j'ai vu ça récemment dans une série, je pense que c'était Better Call Saul. Mais bref, il y avait cette histoire un peu de... Quand tu revois les mêmes avocats que t'es contre, si on veut, est-ce que des fois, il y a un peu j'allais dire de la compétitivité, mais un peu ce côté de... La dernière fois, j'ai perdu un truc contre eux, donc maintenant, j'aimerais mieux les battre tout le temps. Est-ce qu'il y a un peu ça comme dans le sport ou pas du tout? Alors, c'est certain qu'il y a une proximité. Quand on pratique certains domaines spécialisés, on se croise de plus en plus. Et c'est vrai qu'on est souvent... Les juges aussi? Ouais. Les juges surtout, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. À Genève, on est 2000 avocats, les juges, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc, les juges, on les connaît, on connaît un petit peu leurs préférences, leurs pratiques. Donc ça, avec l'expérience, c'est un vrai atout. Les avocates et avocats, on se retrouve souvent avec les mêmes personnes en face. Surtout que moi, les domaines que je pratique sont assez polarisés. C'est-à-dire que droit du travail, on est souvent du côté employé ou du côté employeur. Donc, on retrouve les avocats qui sont de l'autre côté très souvent, et on sait aussi un petit peu les pratiquer. Idem en droit immobilier, en tout cas pour ce qui est du droit du bail avec le locataire et le bailleur.
Est-ce qu'il y a une compétitivité particulière? Je pense qu'on essaye, en tout cas on devrait essayer de faire toujours de notre mieux, indépendamment d'un passif avec l'avocate ou l'avocat. Je pense qu'on peut apprendre des pratiques des uns et des autres, que ce soit les juges ou les avocates et avocats en face, pour savoir un petit peu leur manière de pratiquer et puis essayer de d'y être préparé en tout cas. Après, c'est aussi vrai qu'on s'entend assez bien dans le milieu, donc on peut aussi avoir une certaine proximité qui est particulière parce qu'on se bat en audience et ça peut être vraiment assez acharné comme lutte. Mais en soi, on se croise aussi le vendredi soir à la soirée de l'association et puis tout se passe bien. Donc c'est dans des petits barreaux comme les barreaux suisses, c'est un petit peu particulier. Ouais, moi je pense que j'aurais été horrible comme avocat parce que une qualité que je n'ai pas, c'est d'être capable de faire la part des choses, de dire, tu vois, ce qui se passe dans le courtroom, c'est pas nécessairement ce qui est représentatif de la personne qui est devant toi. Puis moi, je serais comme, comment t'as osé dire ça sur moi? Et puis je serais pas capable de le lâcher ça. Donc, c'est pour ça que je suis prof. Je pense que tu mets le doigt sur une difficulté qui est pas tant celle du rapport confraternel, mais qui est celui de la distance avec le cas de ton client. Donc, ton confrère ou ta consoeur qui pourrait t'agacer, il représente les intérêts de quelqu'un, il a les instructions de quelqu'un aussi. Après, on a des manières de pratiquer, et puis certains sont plus proches d'une déontologie qui ressemble à la nôtre que d'autres. Mais disons que c'est jamais à nous qu'on fait des choses. En tant qu'avocat, on est juste auxiliaire de la justice, on représente quelqu'un. Donc ça met la distance peut-être nécessaire à pas créer trop d'animosité avec les autres avocates et avocats. Et puis, il y a une façon de pratiquer, et puis on peut s'entendre très bien avec quelqu'un, et puis pas forcément aimer la manière dont il exerce le métier. Ouais. À quel point est-ce que des fois, tu as des routines qui s'installent, ou est-ce que vraiment, c'est vraiment comme, OK, là, j'ai un cas, donc je vais bosser sur là jusqu'à la fin, et puis des fois, tu peux avoir des semaines où tu es overbooké, ou puis d'autres semaines où c'est un peu plus tranquille. À quel point est-ce que tu dépends un peu de ces shifts, en fait, dans l'année? Alors, on en dépend énormément, surtout parce qu'on a les fériés judiciaires. Donc, grosso modo, de la mi-juillet à la mi-août, autour de la période de Noël et de Pâques, on a vraiment les tribunaux qui sont fermés, sous réserve du droit pénal, où évidemment, si les gens sont en détention, en prison, on continue de travailler, il y a des audiences. Et dans ton secteur, tu dis? Dans mon secteur, en tout cas, ce que je fais principalement, il y a vraiment une pause des tribunaux. Donc, je sais que du 15 juillet au 15 août, je vais pas aller en audience, mais je vais aussi pas avoir à déposer une écriture judiciaire, ce qui prend beaucoup de travail. Quand on rédige nos mémoires pour expliquer la version de nos clients, ça, je vais pas avoir à le faire. Je vais pas avoir d'audience. Et puis, le pendant, c'est que juste avant la deadline, les juges, ils veulent boucler un maximum leur dossier, ils nous demandent un maximum de choses. Donc, les périodes juste avant ça sont souvent extrêmement chargées. Et puis ensuite, il y a aussi la réalité simplement du flot de dossiers ou du type de dossier. Si on a quelques très gros dossiers une année, ce sera plus facile à anticiper, en tout cas, le rythme. Parce que si on a beaucoup de petites procédures, dans les périodes qui sont pas les périodes de creux, ça va vraiment dépendre du rythme judiciaire. Donc, on n'est pas vraiment maître du rythme. Et puis, on a aussi nos clients qui nous demandent certaines choses à certains moments, parce qu'on fait pas non plus que de la procédure, on fait toujours aussi un peu de conseils. Après, on peut demander des délais, c'est quelque chose qui peut se faire dans certains domaines, mais donc je dirais que c'est vraiment quand même relativement cyclique. À quel point est-ce que du moment où quelqu'un t'écrit pour dire, exemple, on a besoin de ton aide, de tes compétences, jusqu'au moment où c'est fini, puis vous avez le verdict, et puis tu peux dire que ce client-là est bouclé, si on veut, l'affaire est close. Est-ce que, j'imagine, tu vas me dire que ça va dépendre des cas, mais à quel point est-ce que c'est quoi un délai qui serait court, puis c'est quoi un délai qui serait long, par exemple, dans ton expérience? Alors, régler une affaire, si on est devant les tribunaux, en moins d'une année, c'est court. C'est vraiment très court. Il en va autrement si on trouve un accord, ça se trouve quand même assez facilement, ça se trouve assez fréquemment, en tout cas. Donc, si on a quelqu'un en face qui est ouvert à la discussion et qu'on trouve un accord, ça peut aller très vite. Si on est déjà devant les tribunaux, une procédure de première instance, qu'elle soit civile ou publique, une année, c'est vraiment assez exceptionnel. Et puis, typiquement, en droit du bail, à Genève, une durée classique, ce serait 1 an et demi, s'il n'y a pas de suspension, s'il n'y a pas de négociation en cours, etc. Mais c'est que la première instance. Parce qu'ensuite, en fonction de la décision qu'on reçoit, si on est mécontent, on va recourir et puis on va aller devant l'instance supérieure. Et la partie adverse aussi peut le faire. Donc, de manière générale, quand on a des clients en procédure, on est parti pour plusieurs années de collaboration si tout se passe bien et puis qu'on continue ensemble. Ou plutôt, si on n'arrive pas à trouver un accord, ce qu'on essaie quand même toujours de faire. Ouais. Puis donc, autre question que j'avais déjà eu posée, moi j'ai déjà dit que je voulais pas qu'on parle d'argent dans ce podcast, mais donc toi, t'es payé par
ton employeur, peu importe si tu as un dossier en cours ou pas, ça marche comment ça? Est-ce que c'est plus que tu as des dossiers, plus que tu es payé? J'imagine que non, c'est un salaire fixe que tu as. Ouais, alors moi j'ai un statut un peu hybride, donc moi je suis effectivement salariée dans mon étude d'avocat, mais j'ai aussi une part d'indépendance, donc j'ai aussi mes dossiers que je facture, et puis ensuite j'ai un accord avec mes employeurs où je rétrocède une partie parce que j'utilise leurs locaux, les salles de conférence, tous les moteurs de recherche qui me sont absolument précieux. Donc moi j'ai un statut hybride, mais il y a plusieurs manières de pratiquer. Soit on est totalement à son compte, donc on facture les clients, ou alors on dépose des états de frais à l'assistance judiciaire, et donc on est indépendant comme n'importe quel entrepreneuse. Ou alors on est totalement salarié, ce qui est souvent le cas en début de carrière. Et puis il y a des études qui sont ouvertes à un statut mixte, ce qui nous permet aussi de nous développer, d'acquérir de l'indépendance et puis de créer sa propre clientèle. Donc moi j'en suis à cette période-là d'entre deux, avec une rémunération du coup qui varie un petit peu. Ouais. Bon, dernière question avant qu'on passe à ce qui t'a mené à ce métier-là, mais c'est quoi que tu dirais qui est la plus grosse misconception? Tu vois, il y a le mot qui m'échappe en français, mais de ce que les gens pensent que ton métier, qui en fait c'est pas du tout ça, ou peut-être le contraire, peut-être que quelque chose que les gens se rendent pas compte que les avocats doivent faire. Est-ce que tu as un truc des fois que tu te rends compte quand tu dis ça aux gens, ils te disent quoi? Je pense que c'est le temps que nous prennent les choses. En tout cas, moi je vois mes proches m'appellent. Alors il y a des domaines maintenant que je pratique vraiment beaucoup les questions sont souvent les mêmes. Typiquement, les questions que tu m'as posées en droit du bail, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, mais dès qu'on passe dans quelque chose d'un peu plus complexe, ça prend du temps. Et c'est vrai que parfois, on froisse certaines personnes autour de nous parce qu'on leur dit, OK, là, je finis ma journée de travail, je regarde ce soir, je prends un peu de temps ce week-end, puis je te reviens la semaine prochaine, puis les personnes sont anxieuses, elles sont dans une situation difficile, donc parfois c'est difficile à expliquer, le fait qu'on doit prendre du temps pour aller faire la recherche, comprendre la situation. On a aussi besoin de beaucoup d'informations pour pas dire quelque chose de faux. On a toujours très très peur, comme les médecins, on a pas mal de responsabilités quand même, donc on veut pas dire quelque chose de faux, donc on va tout vérifier beaucoup de fois pour pas engager notre responsabilité. Je pense que c'est ça, et puis je pense qu'il y a quand même dans l'opinion populaire une idée selon laquelle on ment, ou on est très apte à façonner la vérité, à la présenter différemment. Alors c'est sûr qu'on pratique tous d'une manière différente, mais je pense que on est quand même dans des règles déontologiques très strictes. On est vraiment très cadré, donc je dirais que c'est pas la norme. C'est sûr qu'on présente la situation de notre cliente d'une façon favorable, et puis on met en avant ce qu'on peut mettre en avant, parce que on défend une seule partie, on n'est pas juge. Mais je dirais que ça je trouve que c'est quand même une critique qu'on fait souvent à la profession qui est pas forcément juste. Ouais. Je sais que j'avais dit que c'était ma dernière question, mais j'en ai une dernière. À quel point est-ce que, j'imagine que ça serait peut-être plus vrai encore pour quelqu'un qui fait du pénal, mais à quel point est-ce que toi tu crois toujours forcément en les personnes que tu défends, ou des fois tu sais qu'il y a un truc qui est pas nécessairement juste, mais bon, c'est ton job puis tu le fais? Parce que tu sais, justement, quand si on vient à ce qu'on voit à la télé, des fois t'as des gens qui vont défendre des bandits ou des trucs comme ça. À quel point, j'imagine dans l'immobilier c'est peut-être un peu différent, mais à quel point est-ce que pour toi c'est important? Bon, alors je pense notre rôle principal, en particulier que tu parles du pénal, donc c'est quand on défend des personnes face à l'État. Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que le procès est équitable, c'est-à-dire que la manière dont la personne est traitée par la justice, à commencer par le procureur ou la procureure, ensuite les juges, elle est conforme aux règles de procédure qui, en fait, protègent les droits fondamentaux des personnes. Donc, être sûr que la personne n'est pas mise en détention une semaine et torturée avant d'être entendue et auditionnée. Être sûr que, on la respecte, que quand elle a le droit à un conseil juridique, elle l'a dès le début et qu'on retient pas des choses qu'elle a dites. Donc, ça, disons que c'est quand même le propre de la défense en droit public et en droit pénal en particulier. Ensuite, il y a des façons de pratiquer. Pour moi, c'est important quand même c'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dit quelque chose qui est vraiment hautement problématique, je risque aussi de commettre une obstruction à la justice ou de ne pas tout dire. Et on veut pas, c'est typiquement souvent le cas quand on défend des employeurs. Si on nous dit vraiment quelque chose qui est une grave infraction, par exemple à la loi sur les étrangers, recrutement de personnes au noir, etc., on veut surtout pas être coacteur dans la manière dont on conseille les entreprises ou les employeurs domestiques, par exemple, parce que on engage aussi notre responsabilité et on a une responsabilité particulière en tant qu'auxiliaire de la justice. Donc moi, quand je peux choisir mes dossiers, je le fais toujours de manière très très proche de ça. Quand je peux pas les choisir parce que c'est les dossiers de mes patrons, par exemple, je vais les conseiller de façon à ce que je leur dise voilà où est la limite, voilà où est le cadre légal. Ensuite, si vous faites quelque chose, ça vous regarde, mais vous avez ces risques-là. Je pense que c'est là la limite où notre rôle, c'est vraiment de les informer sur les risques. Okay.
Puis donc, on va arriver à cette fameuse question. Qu'est-ce qui t'a mené à être avocate? Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as toujours eu depuis que t'es tout petite, ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé un peu je sais pas trop quoi faire quand je suis à l'université, je vais choisir ça, on verra ce que ça donne, ou t'en es où avec ce raisonnement? C'était un entre-deux. J'avais déjà pris droit économie au collège, donc à Genève, c'est pour vous, c'est dis-le en âge, c'est plus simple. En gros, c'est juste avant la maturité, donc 15-18. Ouais. J'avais déjà pris cette option, donc j'étais assez intéressée. De manière générale, j'aime bien lire. Je m'intéresse beaucoup aux questions de société, donc c'était assez naturel. Mais j'envisageais surtout de faire du journalisme. Donc, quand j'ai terminé la matu, il n'y avait pas de bachelor en journalisme, donc il y avait les lettres. Il y avait, je crois, à l'époque, même pas encore de master en journalisme. Donc, je m'étais dit, bon, alors, les lettres, c'est passionnant, mais peut-être que je peux faire un autre bachelor un petit peu plus professionnalisant. Je pense que j'avais déjà un peu le souci d'avoir un métier. Ouais. Et pour ensuite, cas échéant, faire une formation post-grad en journalisme. Et puis, j'ai été à mon premier cours de droit à l'université. J'ai adoré. Et puis, j'ai plus jamais envisagé de faire autre chose. Mais c'est drôle parce que tu dis ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien entre journaliste et avocat. Il y a quand même un peu cette envie de la vérité, ce truc de vouloir défendre ceux, qui ont pas de voix, ou des trucs comme ça. Est-ce que t'en as entendu d'autres qui sont peut-être partis dans le journalisme ou qui ont fait un peu vice-versa, comme tes intérêts, en fait? Je suis tout à fait d'accord, et c'est très joliment dit. Je pense que c'est effectivement porter la voix d'autres personnes, rechercher une certaine vérité, même si devant un tribunal, on n'aura qu'une vérité judiciaire. Ouais. Je pense que c'est profondément ancré dans le fonctionnement de la société. Le métier de journaliste qui commente tout ce qui se passe et qui rapporte et qui informe la population. Nous, on représente les intérêts de personnes qui sont dans certaines situations sociales, dans certaines difficultés quand on fait du litige. J'ai pas d'écho de confrères ou consoeurs qui auraient finalement été faire du journalisme ou l'inverse. Par contre, on travaille assez étroitement ensemble. Il y a beaucoup de journalistes qui sont spécialisés aussi dans le monde judiciaire, qui ne font que ça, que couvrir les procès, parce que ça demande, c'est quand même un monopole assez particulier, l'avocature, et ça demande des connaissances assez précises du fonctionnement d'une audience, etc. Donc, puis il y a aussi beaucoup de reporters maintenant qui font des livres entiers sur des procès, les procès des attentats notamment à Paris. Donc ouais, bonne question. J'ai pas comme ça d'exemple autour de moi. J'ai plus de médecins qui ont peut-être pas réussi médecine puis qui après ont réussi à être avocats. Ah ouais? C'est plus facile. C'est plus facile pour eux? Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme étant des études quand même assez difficiles. C'était d'ailleurs une de mes questions. À quel point est-ce que pour toi, ça a été comme un challenge de faire ces études-là, ou est-ce que parce que tu étais passionné par ça, ça a été facile, si on veut? Alors, je pense que la médecine en Suisse est plus difficile que les études de droit parce que c'est beaucoup plus sélectif. Il y a un numerus clausus, en tout cas à Genève, mais il me semble à Lausanne aussi. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a moins de place, ça c'est clair. Les études de droit, je dirais que ça demande pas mal de rigueur, de régularité dans la manière de travailler. Faut aimer lire, faut accepter le fait de passer beaucoup de temps avec le nez dans les bouquins. Moi, je dirais que pour les personnes qui sont intéressées, je pense qu'il faut vraiment aimer ça parce que ça a un côté quand même très rigoureux. Donc, si on n'aime pas ça, ça peut vite vraiment nous dégoûter. Je dirais pas que c'est forcément les études les plus dures. Par contre, elles sont longues en particulier avant d'arriver au métier d'avocat, parce qu'on peut être juriste, on peut pratiquer plein d'autres métiers du droit avant d'être avocat. Mais avocat, c'est quand même 3 ans de bachelor, 1 an et demi de master. À Genève, on a encore l'école d'avocature, 1 an et demi de stage où on est vraiment très mal payé avant de pouvoir prétendre à l'examen du barreau. L'examen du barreau qui est assez quand même sélectif aussi. Donc c'est clair que c'est des études qui demandent très poussées. Après, moi je trouve que parfois les avocates et avocats en feront beaucoup avec leur ego en disant que c'est vraiment le Graal, alors que oui, il faut être rigoureux et puis il faut avoir des bonnes conditions autour de soi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui pouvaient me soutenir financièrement. Donc voilà, mais je dirais que c'est pas non plus le métier, enfin, le diplôme le plus dur à obtenir. Je suis très admirative des personnes qui font le PFL, la médecine. Je reste assez humble dans ce qu'on a pu faire avec nos études. Tu viens de parler de tes parents. Eux, ils ont pas du tout de lien avec ce milieu-là? Non, pas de lien du tout. Ma mère est psychologue, psychothérapeute, et mon père avait une galerie d'art. Donc, il y avait personne dans ton entourage qui t'avait un peu poussé vers ça ou qui t'ont encouragé là-dedans? Ben, je pense que tes parents, ils t'ont de toute façon encouragé, mais tu sais, qui t'ont dit « Ah oui, c'est une bonne idée parce qu'on connaît ça et tout. » Non, pas nécessairement. Non, c'était vraiment un choix indépendant. Après, dans la manière, je suis enfant unique, la manière dont j'ai grandi face à un couple de parents
ensemble, qui prenaient ces décisions ensemble. J'ai appris à argumenter assez tôt. Ouais. Donc peut-être que inconsciemment, sans me pousser à faire du droit, ils m'ont quand même appris à convaincre assez rapidement parce que je devais pas mal ramer parfois. C'est drôle parce que j'avais aussi préparé une question sur le fait que tu étais enfant unique parce que moi je sais que quand j'étais jeune, les premières fois où j'avais l'impression d'être un avocat, c'était quand j'allais voir mes parents pour dire mais je te jure que moi c'est parce que mon frère il a fait ci et ça. Puis je me demandais à quel point est-ce que justement mais là toi tu viens de répondre à la question en fait, donc toi tu devais te défendre un peu à tes parents quoi. Bah je voulais faire beaucoup de choses un peu trop jeune, donc oui, j'ai dû plaider pour mon voyage à Malte, j'ai dû plaider pour je sais pas. Est-ce que t'es arrivé avec ton petit dossier voici les arguments qu'on aurait et puis puis j'avais des témoins, mes meilleures amies, elles sont allées l'année dernière, ça s'est bien passé. Ouais, c'est clair. Ah, c'est drôle. C'est drôle quand tu regardes ça, tu te dis tu sais en fait, on a comme tous ces signes des fois qui nous mènent à où on est et puis Ouais, je pense que je l'aurais jamais dit. Ils m'entendront peut-être avec ce podcast, mais c'est vrai que je pense que je savais en tant qu'enfant, je savais un peu ce que je voulais, puis j'essayais d'arriver à mes fins. Je réussissais pas toujours, mais je pense que ça a forgé une partie de mon caractère. Je sais que toi, t'es quelqu'un qui... Bon, on a dit ça fait 5 ans qu'on se connaît. T'es quelqu'un qui, quand même, ton métier, pour toi, c'est hyper important. Puis tu le prends à cœur, tu travailles très fort, même des fois trop fort, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que tu serais capable de comment dire, réduire ce taux-là pour avoir un autre hobby ou toi, des intérêts peut-être... quelque chose que tu pourrais mettre plus de temps dedans ou pour toi c'est comme ton focus c'est ton métier puis il faut vraiment que ce soit primordial dans ta quête du bonheur? Alors c'est vrai que j'adore mon métier, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'une passion, c'est-à-dire que ça m'apporte énormément à beaucoup de niveaux. Ouais, je pense que le rapport avec la cliente, le client, le côté humain, le travail en équipe parfois, le côté varié du quotidien me satisfait énormément. Donc j'ai pas une passion dévorante à côté, même si je fais beaucoup de choses à côté et puis que je fais pas du tout que travailler. Je fais quand même attention à avoir un équilibre. Je ne sais pas qui t'a dit quoi. Je soupçonne mon mari. Non. Moi, j'ai rien entendu. Non, c'est clair que ça prend du temps. C'est un métier qui prend du temps en particulier. Mais même toi, tu me dis des fois que tu travailles trop fort. Ouais, ça peut arriver. Mais disons que ça, pour l'instant, ça empiète pas sur autre chose. J'ai pas dû renoncer à autre chose. Récemment, j'ai réduit mon taux parce que j'ai commencé une thèse de doctorat. Alors, ça reste du droit, ça s'inscrit dans mon parcours. Mais ce qui fait que mon rythme est quand même, je suis un peu plus maître de mon rythme et puis, c'est moins effréné parce que j'ai moins de dossiers, donc ça c'est assez plaisant. Pour moi la famille c'est quand même très important, donc je pense que ça c'est quelque chose sur lequel je freinais. J'ai l'impression ça dépend de nos ambitions aussi en termes financiers, etc. Mais je pense que ça ce sera un moment où je rééquilibrerai peut-être les choses. Ouais. Mais tu viens de parler de cette thèse, c'est pas du tout quelque chose que tu étais obligé de faire, hein, donc ça veut dire que pour toi, il faut croire que c'est quand même important de continuer à pousser puis de t'améliorer dans ton métier, dans ce que tu fais. Absolument. J'avais vraiment envie de faire plus de recherche de fond. Parfois, il y a une frustration dans les dossiers parce que on a un délai, je sais pas, de 15 jours ou d'un mois qui est imparti par le tribunal. On a une cliente qui nous explique quelque chose. Juridiquement, c'est extrêmement intéressant. Mais toute la doctrine se trouve être en suisse allemand, enfin en allemand, c'est de la doctrine suisse-alémanique. Donc, on peut manquer de temps pour aller vraiment dans le fond des choses ou questionner la raison pour laquelle cette norme a été adoptée de cette façon-là. Et ça me manquait un petit peu. Je faisais un peu de recherche quand j'étais étudiante. J'avais été assistante pour un prof. Et puis j'ai eu envie de reconnecter avec ce monde-là et d'avoir un petit peu plus de temps pour questionner certains fondamentaux de certaines normes. Donc j'ai effectivement décidé d'entamer ce challenge que de faire les deux en même temps. C'est pas hyper fréquent. Il y en a qui l'ont fait brillamment. C'est pas évident, c'est deux rythmes extrêmement différents. La thèse, c'est vraiment un marathon de longue haleine, alors que les dossiers, parfois, on a des urgences dans les 24 heures. Mais ça me manquait un petit peu, et puis je suis contente de reconnecter avec ce monde-là. Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles officiellement, donc depuis que tu as fini l'école? Alors mon stage d'avocate, ça fait 2018, donc ça fait 6 ans. Ouais. Et puis donc, est-ce que dans ce temps-là, tu as eu le temps de voir une évolution dans le métier ou quelque chose où tu te dis, il y a des trucs que j'aimais mieux avant, que maintenant pas nécessairement, ou en fait c'est un milieu qui bouge tellement que t'as pas vraiment ces trucs-là de te dire, j'ai un peu de nostalgie de comment les choses se faisaient avant, alors que là tu me diras c'est que 6 ans, mais... Ouais, je dirais que les gros changements qui sont intervenus dans la pratique, c'était autour de 2011. On a adopté des nouveaux codes de procédure. Donc, la manière dont on amène les questions devant les tribunaux ont changé à ce moment-là. Donc, les personnes qui ont vécu ce changement en parlent vraiment beaucoup. Ouais. Comme, et puis, l'abolition du jury populaire en pénal, etc. Je pense pas que la manière de pratiquer le métier ait beaucoup changé ces 6 dernières années. Ouais.
Donc, quand j'étais stagiaire, je pouvais poser plus de questions. Maintenant, c'est à moi qu'on pose des questions. Donc, ça me manque. Mais c'est mon statut qui a évolué et ma seniorité. C'est pas la manière de pratiquer le métier. Est-ce que ça te dérange d'avoir ce rôle qui change puis de devenir maintenant celle à qui on vient voir pour les questions, ou est-ce que tu trouves que c'est presque trop tôt? Moi, je sais que j'ai eu ça, et là, moi, ça fait 10 ans que je suis prof, mais quand ça faisait 5 ans, il y a déjà des stagiaires qui venaient me voir, mais tu fais comment? Puis moi, j'avais l'impression, moi, je viens de commencer, donc faut pas me demander à moi, mais est-ce que toi, t'aimes ce nouveau rôle, ou? Ouais, moi j'aime beaucoup ça et j'ai beaucoup appris quand j'étais stagiaire des personnes qui ont mon statut, donc collaboratrice aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup ça. Bien sûr, je les induis pas en erreur, c'est-à-dire que j'ai pas les réponses à toutes les questions, mais je peux les orienter sur comment faire leurs recherches, je peux les relire une fois qu'ils ont rédigé quelque chose à l'attention d'un patron ou bien d'un client. Donc non, c'est un rôle que j'aime vraiment bien, c'est aussi gratifiant de voir que maintenant j'ai quand même l'expérience dans certains domaines pour pouvoir guider d'autres personnes. Et je trouve que quand on est proche de la période d'apprentissage, on est peut-être aussi meilleur guide, parce qu'on se rappelle aussi de quel doute on a, comment est-ce que on a de la difficulté entre mettre en œuvre ce qu'on a appris à l'université et le mettre en œuvre en pratique. Donc non, c'était plutôt quelque chose que j'ai aimé passer un petit peu ce cap-là. Ouais. Et puis, est-ce que tu te verrais faire autre chose maintenant? Exemple, si tu devais recommencer, tu as une boule magique, tu peux retourner à l'école puis prendre une nouvelle voie, est-ce que tu te verrais faire autre chose que d'être avocate? Non, j'aime vraiment mon métier. Après, dans les métiers de la justice, il y a beaucoup de choses. J'exclus pas un jour de me tourner vers la magistrature, mais ça resterait, je pense, très judiciaire. Donc, j'irais probablement pas être in-house dans une entreprise ou autre. Et toi, tu as parlé des journalistes avant. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant non? Non, je le ferais pas. De nouveau, beaucoup d'admiration pour ce métier, mais je le ferais pas. Parfois, je me dis que j'aurais beaucoup aimé être psychologue. Je trouve que c'est un métier magnifique. Pour faire comme ta mère, c'est ce que tu dis. Ouais. Alors j'ai vu aussi certaines déformations professionnelles, mais je trouve que c'est vraiment. Mais parfois, on a quand même le sentiment, surtout dans certains des domaines que je fais, qu'on est limité par le droit, limité par le pouvoir des juges. Enfin, on a quand même un pouvoir qui est relatif. Et je me dis quand on écoute des personnes et qu'on fait une thérapie de durée avec elles, alors les résultats sont pas comme une décision de justice concrète, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai don de soi que je trouve magnifique, et peut-être que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais je suis pas sûre que j'aurais été compétente. Ouais, bon, c'était pas ça la question. La question c'était qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai ça souvent avec l'enseignement, que tu sais, il y a beaucoup de gens qui deviennent profs, c'est un peu une vocation. Moi, j'ai jamais trop eu ça. Ça a plus été, j'aime bien avoir un public, et j'aime bien avoir des gens qui sont forcés à m'écouter. Donc, voilà, prof. Je voulais être humoriste, c'était pas drôle, donc je me suis dit prof, ça marche bien. Mais en fait, c'est vrai que des fois, je me dis le côté où il y a plein de profs, que pour ceux que c'est une vocation, d'avoir ce truc de je veux aider les jeunes, je veux les amener à telle place. Puis des fois, en fait, t'as une frustration de te rendre compte que tu n'y arrives pas à ce niveau-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va t'affecter personnellement quand tu vois que, je sais pas, il y a un cas qui se passe pas bien ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu le prends personnellement, ou est-ce que tu es capable de faire la part des choses puis de dire, écoute, quand il est 4 heures, j'ai fini ma journée de boulot, je rentre à la maison puis je suis capable de déconnecter comme ça? Non, je pense que on devrait tendre au maximum de distance possible, certainement pour se protéger. Dans certains cas, notamment ceux avec une grande composante humaine ou des vraies difficultés ou une proximité qui se crée avec la cliente, ouais, c'est sûr que je ramène les dossiers avec moi à la maison et que je réfléchis à ce que j'aurais pu faire différemment. Je sais qu'on n'a vraiment pas du tout la maîtrise de tout, donc c'est pas forcément de la culpabilité, mais je peux être vraiment triste pour des défaites avec mes clients, je peux être vraiment soucieuse en attente d'une décision. Je pense que je suis vraiment impliquée, donc il n'y a pas de coupure nette pour certains dossiers. Après, on a des dossiers, on vend un immeuble. Bien sûr. Ça va. Et personne n'est pas mort d'homme, quoi. Toi, je sais que, donc, t'es né en Suisse, mais t'as des origines qui sont marocaines et... Croates, voilà. Parce que je dis tout le temps Djokovic, puis tu me dis là, il y a aucun rapport. Mais, est-ce que t'as regardé, est-ce que t'as de la famille là-bas qui va des fois te demander des conseils sur la loi, puis t'es comme, c'est pas du tout la même chose, je peux pas t'aider, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs que t'arrives à faire des liens entre des choses qui sont à peu près toujours vraies d'un pays à l'autre? C'est vraiment spécifique comme question. Ouais, c'est très spécifique comme question. Je dirais que la question s'est peut-être posée quelques fois avec la Croatie, enfin ma famille en Croatie. Le droit, de manière générale, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, c'est quand même aligné à un certain bon sens. Donc dans la manière de raisonner, je peux réfléchir avec ma grand-mère qui veut déposer une plainte parce qu'on l'a cambriolée. Je veux dire, je peux la guider sur aller seule ou pas au commissariat de police. Enfin, il y a quand même des codes généraux, des écueils à éviter, des risques à ne pas prendre,
que je peux lui recommander, comment choisir son avocat. Donc ça peut arriver après vraiment sur le fond. On m'a posé parfois des questions de droit de la famille, c'est quelque chose que je fais déjà pas en Suisse, donc je peux pas en parler en Croatie, puis là les règles sont vraiment très différentes. Et puis je pense que comme on sait à quel point notre mission est spécifique, on sera les premiers à consulter des avocates et avocats étrangers si on a un litige à l'étranger ou une question qui se pose. Là, tu es obligé de me dire la vérité, donc c'est enregistré. Quand t'as des amis qui t'écrivent genre « Hey, j'ai un problème avec mon immobilier », à quel point est-ce que tu te sens obligé de le faire parce que tu dis c'est ton métier? Moi, c'est un peu comme quand quelqu'un me dit « T'arrives à corriger ma lettre en anglais ». Je le fais toujours, mais à quel point est-ce que t'as ce truc de dire ça me saoule de le faire, je suis autre chose que juste ce métier-là, tu vois? Je dirais que mes amis, quand ils me consultent, c'est qu'il y a un vrai besoin, c'est pas du tout la chose principale dont on parle. Enfin, si je veux m'ouvrir sur certains dossiers et partager, je le fais. Mais c'est pas du tout ce qui mobilise le plus mes conversations dans ma vie privée, donc c'est rarement une tare. Est-ce que tu te sens obligé de le faire, par contre? Non, et puis je vais être assez claire. C'est-à-dire, si c'est quelque chose si on me pose une question de droit fiscal, je suis pas compétente. Je vais pas passer 4 jours à donner une réponse médiocre. Donc, c'est pas un domaine que je pratique. J'ai des spécialistes autour de moi. Je peux aller poser la question à la bonne personne. Ça, je peux le faire. Donc, non, je vais simplement dire, oui, ça c'est quelque chose que je fais ou que je peux vérifier. Si ça doit me prendre du temps, on en revient un petit peu à cette attente parfois d'une réponse immédiate. Je vais simplement dire, ok, mais c'est un truc assez conséquent, donc ça va me prendre un peu de temps. Donc, est-ce que ça te va que je te réponde la semaine prochaine? Ouais. Donc, non, je dirais que... Et puis, il y a quand même beaucoup de questions dans le domaine du droit du travail et du droit immobilier que j'ai beaucoup vu. Donc là, je peux répondre du tac au tac. Donc, c'est rarement embêtant. Et si la question sous-jacente est est-ce que tes questions étaient embêtantes, la réponse est non. Yes, non, mais en plus, moi, on me pose souvent des questions sur l'enseignement en Suisse. Déjà, c'est compliqué parce que d'un canton à l'autre, c'est une question qui est très spécifique pour la Suisse, mais c'est vrai que d'un canton à l'autre, les systèmes scolaires sont totalement différents. Donc, j'imagine que si c'est pas quelque chose qui concerne spécifiquement Genève, ben, tu n'as jamais vraiment en fait la réponse exacte. Après, j'imagine canton de Vaud, il y a beaucoup de ressemblances, des trucs comme ça, mais ça doit être quand même assez chaud comme tu as dit avant, en fait, tu vas juste te documenter, j'imagine. Ouais, alors il y a quand même le droit fédéral, il régit quand même beaucoup de domaines. Hein, donc il y a beaucoup de règles qui sont les mêmes, en particulier en droit privé pour toute la Suisse. Ouais. Donc le droit privé, c'est-à-dire tout ce qui est contractuel, tout ce qui va être droit de la famille, tout ce qui va être droit pénal, au niveau fédéral, c'est-à-dire les infractions d'une certaine importance, etc. Et pas les petits règlements de police du quartier où ça, effectivement, je connais pas celui de Sougar, mais je peux le trouver. Donc non, une grande majorité de mon travail n'est pas dépendant de mon canton, avec la limite quand même linguistique du canton suisse alémanique où j'irai en tout cas pas plaider, je peux donner un conseil ou un autre à quelqu'un, mais voilà, ça c'est une vraie limite. Je fais beaucoup de droit public, la construction, où là il y a vraiment des différences parce que le droit public est très cantonal, à part quelques lois fédérales cadres. Là je vais te perdre très prochainement parce qu'on va rentrer dans mon sujet de thèse de doctorat et généralement Arnaud s'endort quand je commence. Mais c'est plus que ça enregistré, je peux le réécouter. Non, donc c'est vrai qu'en droit public, ça change selon les cantons. Après, il y a tellement de lois. Je dirais, droit public, ça veut tout et rien dire. Il y a de la fonction publique, donc c'est les employés de l'État comme toi. Ouais. C'est le droit public de la construction, c'est comment est-ce qu'on peut surélever un immeuble ou pas. Il y aura des changements en fonction du droit cantonal applicable. Après, de nouveau, c'est tellement spécifique qu'à chaque fois, on doit faire des recherches. Donc, si je dois les faire pour le canton de Vaud, en tout cas, en construction, je travaille aussi dans le canton de Vaud ou dans le canton de Fribourg, et puis je les trouve. Ça me prend peut-être 1 minute de plus, et puis je connais pas l'architecte communal parce que je l'ai pas encore eu dans un dossier, mais voilà, c'est pas non plus du copinage, le droit public de la construction, donc ça va. Tu viens juste de parler je sais pas si t'as dit son nom, mais tu as parlé de ton mari, donc il s'est endormi en t'écoutant. Donc toi, t'es la première invitée que j'ai que son mari fait exactement le même métier que toi. Ouais. Ben exactement, je m'avance, mais il est aussi avocat. Ouais. Peut-être pas dans la même spécialisation que toi, je dirais. Alors, c'est quand même très proche notre pratique, c'est-à-dire qu'on fait du litige, on a beaucoup de dossiers en commun, c'est-à-dire qu'on va les deux faire du contrat, du commercial, peut-être droit du travail, il fait un peu moins. Le droit public, c'est vrai qu'il en fait pas beaucoup. C'est plutôt moi qui vais en faire.
la question que je voulais poser, c'est que bon, moi et ma femme on fait le même métier, et puis je sais qu'on a déjà eu parlé de ça, parce que moi j'ai tendance à dire que c'est pas quelque chose que je cherche nécessairement dans ma vie, c'est quelqu'un qui fait exactement le même métier que moi, parce que je trouve qu'il y a un peu ce truc de, surtout que moi j'ai déjà un peu de la peine à décrocher de mon métier, le fait d'un peu ramener ça à la maison, puis en plus moi je pense qu'il est différent de toi, c'est qu'en plus on travaille dans la même école, donc on a les mêmes collègues, on a les mêmes, des fois on a des élèves en commun, donc je dirais que j'ai pas encore la réponse à si je trouve que c'est quelque chose qui aide notre couple ou qui me dérange, tu vois, ce côté de, je dirais pas me déranger, mais c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que ça amène vraiment quelque chose, ou est-ce que j'aimerais pas justement avoir quelqu'un dans ma vie qui fait un truc totalement autre, comme ça m'aide à décrocher. Je sais que toi, je pense que c'est pas du tout ça, parce que tu m'as toujours un peu dit que ça te bottait d'avoir ces conversations-là avec Arnaud, avec ton mari, pardon. Mais donc toi, c'est clairement pas un problème pour toi. C'est pas un problème, c'est pas quelque chose que je recherchais, absolument. Est-ce que c'est la première fois que tu dates un avocat? Ouais. Oui, c'était okay. Flash News. C'était ton premier avocat. Oui, défini premier. C'est all age, quand tu fais gaffe à ce que tu dis. Non, oui, réponse oui. Clairement, on a aussi travaillé dans la même étude. Oui. Alors c'était rigolo. C'est là que vous étiez rencontrés. Exact. C'était rigolo. Je dirais que je suis très contente qu'on ait maintenant des structures séparées, qu'on ait une autre cadre de vie professionnelle. Voilà, c'est aussi parfois du travail en équipe. Donc ça, je trouve que c'est chouette de pas travailler avec les mêmes personnes. Je pense qu'on est les deux vraiment passionnés, donc ça nous dérange pas de... Ouais, je pense pas que ça nous dérange de ramener ça à la maison. C'est sûr que ça fait partie de nos conversations. C'est pas du tout le principal de nos conversations, mais ça en fait partie. Et puis, je pense que parfois, on est aussi plus fort parce qu'on partage, alors bien sûr, dans le secret professionnel le plus strict, mais si on a un enjeu juridique, une question, on se dit, mais dans cette situation-là, il me semble que si j'amène l'argument comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Assez souvent, on se consulte l'un l'autre, et puis ouais, je trouve que c'est une force. Moi, c'est fou. Moi, je préfère aucun métier qui a un secret vraiment professionnel. Bon, j'en ai un peu dans l'enseignement, mais quelque chose que je pourrais pas dire à ma femme, je trouve ça tellement compliqué, en fait. Le truc de, j'aime tellement gossiper, j'aime tellement parler que je pourrais pas avoir ce truc de non, ça t'as pas le droit d'en parler, tu sais. On peut gossiper sur les confrères, sur les juges, ça, c'est sûr. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un truc, et c'est vrai que, typiquement, la période du Covid et du confinement a demandé des mesures hyper particulières. C'est-à-dire que moi, j'ai une armoire sous scellée, je suis aussi greffière pour le tribunal des prud'hommes, donc c'est une activité où j'ai en plus un secret de fonction publique, pas juste de secret professionnel. Il n'est pas plus élevé, mais disons, j'ai encore un autre rôle. Donc, si je dois ramener un dossier à la maison une fois, il est sous clé dans une armoire à laquelle seul moi ai accès. Si j'ai un call avec une cliente, je ferme la. Enfin, voilà, on doit prendre des mesures. Donc ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais est-ce que c'est quelque chose que, genre, est-ce que toi, t'étais le genre de adolescente qui adorait avoir les secrets? Les gens te disaient un truc, toi, t'étais comme, j'adore savoir ça, puis tu disais aux gens, moi, je sais un truc, mais je peux pas te le dire. Non. Je pense pas que ça m'a particulièrement, ça t'a pas marqué? Non. Écoute, justement, en parlant de toi, adolescente, si tu pouvais un peu revenir à cette époque-là, je sais que je t'ai posé la question de est-ce que tu ferais quelque chose différemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à cette époque-là, que tu te dis ça m'aurait peut-être plus guidé, tu vois, parce que c'est vrai que c'est je sais pas comment toi tu étais comme adolescente, mais la majorité souvent c'est un peu ces questionnements, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va se trouver. Toi tu nous as parlé de ton déclic, c'était un peu avec cette histoire de journalisme, mais est-ce qu'il y a un truc que tu te dis t'aurais voulu savoir ça plus jeune? Non, je crois que quand j'étais adolescente, j'étais vraiment très insouciante. Ah ouais? Ça me manque. J'aimerais me dire aujourd'hui, redeviens comme avant. Ouais. Non, je crois que je me posais pas énormément de questions. L'école, ça roulait. C'était pas un stress pour toi? Non. C'était pas un stress de, non, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Bon, tu l'as dit que tu l'as trouvé assez jeune, mais, Ouais, je l'ai trouvé après le collège, hein, une fois arrivée à l'uni, mais non, je crois, j'étais vraiment pas très soucieuse. Je me posais pas 1000 questions. Non. Franchement, l'anxiété est venue après. Ouais. Je vais poser ma question autrement. C'est quoi, tu penses, qui serait quelque chose pour, disons, une gamine ou un gamin qui a 15 à 17 ans? C'est quoi une habileté que tu penses qu'ils ont besoin d'avoir ou d'être en train de chercher pour peut-être les mener au métier d'avocat? C'est quoi qui tu penses qui est important, même à cette jeune âge, pour te guider vers ça? Est-ce que c'est la persévérance? Est-ce que c'est intéressant. Merci. J'en parlais ça m'arrive des fois de faire des questions intéressantes. Non, mais je me suis jamais posé la question, en fait, de quel conseil je donnerais à quelqu'un de très jeune. Parce que les études sont tellement longues aussi que quand je repense à moi à 17 ans, le droit c'était totalement étranger. Ma famille fait pas partie du milieu, donc. Mais j'en parlais avec un collègue récemment et c'est vrai qu'on se disait être avocat c'est tellement de choses parce que là je t'ai beaucoup parlé du barreau, du juridique, des recherches.
Mais on est aussi confidente et confident. On doit vraiment réussir à créer une proximité avec un client pour que il nous confie ce qui est important à savoir, qu'il soit transparent avec nous, tout en parfois mettant des limites, donnant pas son numéro privé, pas se faire appeler les week-ends. Donc, on est un peu psy quand même. On est un peu conseiller. On est avocat. Enfin, on est beaucoup de choses. Donc, c'est très dur de mettre le doigt sur quelque chose qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui est en train de construire sa personnalité d'adulte. Je pense qu'il faut pas pratiquer. Si on commence la première année de droit et qu'on n'aime pas lire que les décisions de justice, ça nous barbe, il faut juste pas faire ça. Il faut vraiment essayer de faire autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose pour bien se préparer? Peut-être faire bien maîtriser l'allemand. Mais bon, ça, c'est un vaste problème. Ouais, il y a beaucoup de décisions de justice en allemand, donc... c'est aussi très suisse comme conseil. Ouais, bien sûr. Ouais. Mes amis au Québec, ils vont dire quoi? Ouais. Non, du coup, vous avez vraiment beaucoup de chance. Nous, dans l'enseignement, ça fait 2 ans maintenant, je dirais qu'on nous casse les oreilles avec tout ce qui est les intelligences artificielles et tout, à quel point ça va affecter notre métier. Si on regarde un peu à l'avenir, si tu imagines ton métier dans 5 ans, est-ce que j'imagine que toi, tout ce qui est un peu document écrit, j'imagine que c'est des choses qui vont commencer, ou vous avez déjà eu des discussions là-dessus dans votre profession, mais c'est quand même quelque chose qui va venir petit à petit. À quel point est-ce que tu vois ce métier-là changer d'ici les 5 prochaines années? 5 prochaines années? Ouais, ou 10 prochaines, whatever. Alors, je pense que ça va beaucoup changer. Je pense que même dans l'écrit... Alors, je pense que là où ça changera pas, c'est la manière il y a quand même un intérêt à l'oralité des débats, c'est-à-dire à plaider devant des juges. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester relativement personnel. Le lien avec la cliente et le client aussi. Je pense dans les recherches, alors ça va avoir un coût. Il y aura des études qui vont, accepter de prendre en charge ce coût très tôt, d'autres pas, qui pourront pas. Enfin, la personne qui pratique seule à son compte, ça va être difficile de prendre un full abonnement ChatGPT, recherche juridique complète dans toute la Suisse, toutes les langues confondues. Mais je pense que ça va changer et ça va changer relativement vite. Il y a beaucoup d'actes qu'on fait. Je pense au droit des poursuites, si on veut mettre quelqu'un aux poursuites. Ensuite, il y a tout un processus un peu formel à suivre, des délais. À mon avis, ça, de plus en plus, il y aura un travail de formatage de base, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. C'est pas le cas dans ma structure, mais où on pourrait reprendre, copier-coller. Puis après, il y a des subtilités du cas de notre cliente qu'on va devoir adapter. Ouais. Donc, probablement que ça restera complémentaire, mais je pense que ça va devoir devenir un de nos outils principaux. Notre profession, je trouve, a la particularité d'être assez conservatrice et pas forcément très novatrice. Il y a des avocates et avocats qui font mieux, qui sont connectés aux technologies, qui réfléchissent beaucoup à ça. Mais de manière générale, on est assez ancré dans le confort de l'avocature classique. Donc je pense qu'il y aura une dichotomie, puis on voit peut-être de plus en plus deux types d'avocats différents. Ben écoute, on arrive déjà au bout de cet épisode. Ah, waouh! T'as vu comme ça passe vite quand on s'amuse vite. Comme ça? Et j'ai posé cette question à tout le monde pour le moment. Est-ce qu'il y a un métier, toi, que t'aimerais entendre sur ce podcast, d'un truc que tu t'es dit, mais moi ça, j'ai jamais trop compris ce qu'ils font? Bon, moi, je suis toujours fascinée par la science, donc je trouve que les médecins, c'est ceux auxquels j'ai le plus accès, puis ce qui est peut-être le plus simple à imaginer, mais je trouve certaines spécialités médicales, comprendre le quotidien d'une médecin, ça serait intéressant. Peut-être des chirurgiens, je sais pas. Quel sang-froid faut avoir. Ouais. Et puis bon, alors les technologies, je pense que c'est vraiment pour eux, c'est une réalité beaucoup plus actuelle que pour nous. Ben, merci beaucoup à toi, Léna, d'avoir été avec nous. Merci, c'est un honneur. Et puis nous, on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de Tu fais quoi?